sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire de cette édition d'information. Dans une correspondance du ministre de l'Intérieur en date du 28 août dernier, Hassim Massaoudou a annoncé avoir rejeté le dossier de reconnaissance de la nouvelle coalition dénommée Front Patriotique et Républicain, un dossier qu'il a fait retourner au président du FPR, Maman Ousmane, pour vice de forme. Sur cette affaire, à suivre l'analyse d'un constitutionnaliste. Hajj 2015, l'on s'achemine vers le dernier virage des préparatifs. Les assurances ont été données par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans moins de 48 heures, c'est-à-dire ce 2 septembre 2015, aura lieu le premier vol du Hajj à destination des lieux saints de l'islam. L'annonce a été faite par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho. Selon le chargé à la communication du Koho, la phase administrative de l'organisation du Hajj 2015 arrive à son terme. Précision avec Mahamadou Hafizou du Koho. Les agences ont fait le déplacement d'Arabie Saoudite pour signer leur contrat d'hébergement, de restauration, etc. Ils sont tous rentrés au Bercail. Maintenant, c'est la phase de visa qui a commencé depuis le lundi, en collaboration avec le consulat d'Arabie Saoudite au Niger. Jusqu'ici, on n'a noté aucune difficulté en ce qui concerne les visas. Les agences sont en train de s'activer pour que d'ici le premier vol, que tous les pèlerins aient leur visa pour effectuer le déplacement. Sans oublier les sites traditionnels qui abritent les pèlerins ou le regroupement des pèlerins, qui sont l'AIN, l'aéroport international de Niamey. Ces sites sont en train d'être aménagés pour accueillir les pèlerins. En ce qui concerne le transport, je veux dire qu'à l'heure actuelle, le programme de vol est connu. Les vols vont commencer probablement, Inch'Allah, le 2 septembre et vont s'étendre jusqu'au 16 septembre. Et donc, avec ce programme, tous les pèlerins nigériens vont atterrir à Médine avant la fermeture de l'aéroport de Médine qui est prévue pour le 18. Au niveau du Koho, nous gérons en quelque sorte, en collaboration avec les agences, le prix du billet. Et ce prix n'a pas changé cette année. Il est de 950 000 depuis 2012. Quand bien même dans les autres pays, avec le coût du dollar qui a monté, les prix du billet ont augmenté. Les autorités nigériennes ont fait en sorte que ce prix soit fixé et maintenu à 950 000, ce qui a été fait. Maintenant, le prix de la restauration à Mina est fixé en rial par les autorités saoudiennes. Il n'a pas changé aussi. Maintenant, tout le reste, c'est les agences qui fixent leur prix. Mais nous pensons que ce que nous entendons par-ci, par-là, que le Koho a augmenté ceci, le Koho n'augmente rien du tout. Le massar électronique, c'est juste un système électronique qu'ils ont instauré pour inscrire les pèlerins, qui n'a aucune incidence sur le prix du Hajj. Donc, un appel que nous allons lancer ici aux pèlerins, qu'à chaque fois qu'on leur demande d'augmenter quelque chose, parce que le Koho a dit, parce que le Koho a fait, nous sommes à leur disposition pour qu'ils nous contactent, pour que nous, à notre tour, on appelle l'agence pour lui demander qu'en est-il. L'actualité politique dans ce journal, quelques jours après sa création, le Front Patriotique et Républicain FPR est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Hassim Massaoudou a rejeté le dossier de reconnaissance du FPR, un regroupement des partis politiques de l'opposition et de quelques structures de la société civile. Quelle appréciation font les juristes de cette décision du ministre de l'Intérieur relativement au FPR? Élément de réponse dans ce reportage de Asman China. Nous, organisation de la société civile, organisation syndicale, partis politiques, signataires de la présente charte, décidons
de la création d'un front commun de réflexion, de concertation, de mobilisation et d'action démocratique dénommé Front patriotique et républicain. Du point de vue des droits, reconnaître un regroupement hybride pose problème. Mais malgré cela, des structures comme le FPR ont fonctionné par le passé au Niger. On se rappelle du FRDD, donc sous la 4e République, au temps du feu général Barré, que les partis politiques de l'opposition à l'époque et un certain nombre de forces vives de la nation, des syndicats, des structures associatives ont créé le FRDD en vue de restaurer la démocratie au Niger qui était mise à rude épreuve à l'époque. Et tout récemment, donc sous la 6e République, donc en 2009, avec Tanja, le feuilleton Tazarché, on a assisté à la création justement de ce genre de regroupement où il y avait des partis politiques donc de l'opposition et un certain nombre de partis politiques qui étaient opposés donc au Tazarché, donc à la prolongation du mandat du président Tanja, et des structures associatives, des syndicats, des centrales syndicales ont créé la CFDR en vue de défendre la démocratie. Donc ça, c'est dans la pratique, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas à laquelle on assiste aujourd'hui, la création de ce front, mais seulement je ne me souviens pas à l'époque si les responsables de la CFDR ont fait une déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur, a fortiori avoir l'autorisation pour pouvoir mener des activités. Pour le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan, les initiateurs du FPR ont commis l'erreur de faire la déclaration de création de leur structure. Parce que quand on dit qu'il faut déclarer, on s'inscrit dans le cadre, si vous voulez, d'une association ou bien d'un parti politique où on fait les statuts et règlements intérieurs, on dépose, et il faut que le ministre de l'Intérieur justement autorise l'exercice de ces activités-là. Il aurait dû ne pas faire la déclaration, et là aussi il y a des conséquences parce que c'est une question de rapport de force. Avec la nouvelle donne, il est difficile pour les membres du FPR d'agir au nom de cette organisation. Je suis sûr que si en tout cas les initiateurs de ce cadre-là vont continuer à mener des activités au nom du FPR, le ministre de l'Intérieur va le poursuivre pour peut-être participation aux activités d'une structure non autorisée ou illégale à la limite. Parce qu'à partir du moment où il rejette, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Sinon, je pense que les gens, de toutes les façons, il y a l'ARDR qui est un regroupement des partis politiques qui, au regard de la charte et surtout du statut de l'opposition, ils ont la possibilité de se regrouper, puisque les regroupements des partis politiques n'ont plus de personnalité juridique. L'ARDR existe et ils mènent des activités au nom de l'ARDR et le problème ne s'est pas posé. Il revient donc aux intéressés de revoir la conduite à tenir. Vous suivrez en fin de ce journal l'intégralité du point de presse animé hier après-midi par les leaders du FPR relatif à la décision du ministre de l'Intérieur. Rendez-vous en fin de ce journal. L'association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma, en collaboration avec le Centre national de la cinématographie du Niger, organise depuis ce matin une résidence d'écriture en fiction. Elle est destinée à 10 jeunes réalisateurs nigériens pour les aider à mieux écrire leurs projets de film. Le compte rendu avec Nafisa Adamou. Ils sont au total 10 jeunes réalisateurs nigériens dont les dossiers ont été sélectionnés parmi tant d'autres à bénéficier de cette résidence d'écriture en fiction de 7 jours. Une initiative de l'Association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma, ANCCCC, dans le but majeur de les aider à mieux écrire leurs projets de film. Vu les exigences de la professionnalisation du cinéma, l'Association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma s'est rapidement penchée sur les problèmes qui minent le cinéma nigérien. Aujourd'hui, les réalisateurs nigériens sont rarement aidés dans le cadre de l'écriture et de leurs projets de film, et cela entrave la relance du cinéma nigérien, car ils détiennent des projets mal ficelés qui ne seront malheureusement pas acceptés par les producteurs. C'est pour avoir un début de solution à ce problème que l'Association nigérienne des ciné-clubs et critiques du cinéma organise cette résidence d'écriture en fiction. D'ailleurs, la prochaine résidence aura lieu, Inch'Allah, en novembre prochain, dans 5 collèges et lycées
déjà choisi une formation en critique de cinéma en décembre en partenariat avec les associations de critique de cinéma des pays voisins. En procédant à l'ouverture des travaux de cette formation, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs a salué l'engagement du Centre national de la cinématographie du Niger et de l'ANCCC à vouloir faire renaître le 7e art au Niger qu'est le cinéma. Chers futurs scénaristes, vous qui allez bénéficier de cette formation à travers un encadrement de haut niveau, je vous demande d'être assidus et de participer activement aux échanges inter et actifs entre formateurs et apprenants. La NCCCC est une jeune association de moins de 2 ans, créée pour combler le manque d'encadrement des réalisateurs. À noter qu'au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette formation, les invités ont eu droit à des projections de films courts-métrages des jeunes réalisateurs nigériens. Un volet reportage dans ce journal. Depuis le 14 août dernier, une panne a affecté la production au niveau de la Soraz, un arrêt qui a provoqué la pénurie de gaz domestique à Niamey depuis quelques jours. Le constat signé Mamou Saleh. Depuis quelques semaines, l'on constate une pénurie de gaz domestique dans la ville de Niamey, malgré la production de ce produit au pays depuis 2011. Une situation que déplorent les consommateurs. Pour moi, c'est un fiasco, puisque les foyers, en tout cas, nous, on est habitués. Ça fait longtemps, je peux dire qu'à 80% chez moi, c'est le gaz qu'on utilise. Et je crois que ça serait très difficile. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais ça serait très difficile. On dit qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. Bon, jusqu'à présent, on attendait. Ça fait une semaine de cela. Du côté des distributeurs, cette pénurie de gaz domestique s'explique par une panne technique au niveau de la Soraz. Cette constatation déjà arrive à juste titre. Donc laissez-moi vous confirmer qu'en effet, nous avons de graves manques de gaz en ce moment depuis environ un peu plus d'une semaine de manière intermittente sur l'ensemble du territoire nigérien. Bon, cela est causé principalement par une panne technique au niveau de la Soraz. Nous savons tous que les gaziers au Niger, les distributeurs de gaz, dépendent exclusivement de notre fournisseur, la Sonidep. Et la Sonidep obtient ses produits exclusivement de la Soraz. Donc la Soraz étant en arrêt technique pour le moment, nous nous retrouvons face à ce phénomène de pénurie de gaz. En relation avec les autorités, les distributeurs de gaz et la Sonidep essaient de trouver des solutions. Apparemment, la solution se dirige vers de l'import du gaz, tout à fait, pour au moins pallier à ce manque temporaire. Donc, pour que la population ne ressente pas vraiment l'effet plein de cette pénurie, nous essayons de trouver une solution au courant de cette semaine-ci. Et au moment où on en parle, les tractations sont déjà bien avancées pour obtenir du produit à partir de l'extérieur. Oui. À notre niveau, nous essayons quand même de prioriser, de donner des priorités à l'accès au gaz. Bien sûr, nous voudrions le fournir à tout le monde, mais en nous-mêmes, nous donnons quand même priorité aux hôpitaux, aux districts sanitaires, à toutes les gens d'institutions qui ont vraiment besoin de gaz pour l'aspect vital. Cette situation qui risque de perdurer plonge les consommateurs dans le désarroi total. Il urge alors pour les autorités compétentes d'y remédier. Avant la partie magazine de ce journal, un regard sur l'actualité hors de chez nous. Le président malien est attendu demain à Niamey. Ibeka se trouve en Algérie depuis hier. Une visite cruciale au moment même où l'accord signé il y a 2 mois est censé mettre fin au conflit malien et mis à mal sur le terrain. Non loin d'Anefis, dans le nord du Mali, les combattants du CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, se mobilisent ostensiblement. Ces rebelles touaregs indépendantistes n'acceptent pas d'avoir été chassés de la ville par une milice rivale et pro-Bamako, le Gatia. Les combats pourraient reprendre à la moindre étincelle. Nous pensions qu'il y avait un processus en cours, mais à notre grande surprise, il n'est pas respecté par l'autre camp. Aujourd'hui, nous sommes dans une position d'autodéfense, de défense légitime. Le dirigeant du CMA fait référence à un accord laborieusement négocié et signé à Alger en juin dernier, fixant les positions de chacun. Mais à la mi-août, le Gatia a chassé le CMA d'Anefis. La perspective d'un retour à la guerre est sérieusement redoutée.
Il y a un manque crucial de confiance dans l'accord signé voilà quelques semaines. Je pense que tous les groupes armés, de tous les côtés, croient encore que c'est par la force, grâce à la force, qu'ils peuvent contrôler le Nord et en tirer avantage. Le président malien et la médiation internationale ont fait pression sur le Gatia pour qu'il se retire. Mais ceux-ci n'ont pas encore obtempéré. Le groupe dément les accusations d'exécution sommaire portées par les Nations Unies. Il n'y a aucun individu, en tout cas population, qui se plaignent de notre existence. Mais si l'aménagement rapporte ce que les officiers du MNLA ou du ACA lui disent et prennent ça comme résultat d'une enquête, ils ne peuvent que nous accuser de ce qu'ils veulent. L'intervention française et la MINUSMA ont réussi à disperser le danger islamiste dans le nord du Mali. Mais sur le terrain, les groupes armés Touaregs sont toujours là, motivés par les rivalités interclaniques et nourris par les trafics en tout genre, faisant de cette région une poudrière très difficile à contrôler. La situation humanitaire reste très critique à Calais, dans le nord de la France. C'est la conséquence de la crise d'immigrants en Europe. Le Premier ministre Manuel Valls s'est rendu à Calais. Plusieurs mesures ont été annoncées. Un déplacement sans précédent pour montrer que la France agit. C'est la première fois que le Premier ministre français se rend à Calais. Ceux qui sont persécutés dans leur pays, qui sont exposés à la torture, opprimés, doivent être accueillis en Europe. Subvenir enfin aux besoins immédiats des migrants regroupés dans la zone industrielle appelée la Nouvelle Jungle de Calais dans des conditions insalubres, c'est ce que la France entend faire. Mais la présence aux côtés du Premier ministre français, du vice-président de la Commission européenne et du commissaire européen aux migrations porte un autre message. La réponse face à l'arrivée massive d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'une vie meilleure doit être européenne. Ces derniers jours ont vu plusieurs centaines de migrants perdre leur vie dans des circonstances terribles. De tels drames, qui s'ajoutent malheureusement à beaucoup d'autres, rappellent à l'Europe entière l'impératif, l'urgence de l'action. L'urgence, c'est d'abord d'accueillir convenablement ceux qui sont déjà là. Et pour ce faire, la Commission européenne accorde 5 millions d'euros supplémentaires, de nouveaux fonds qui serviront à la mise en place d'ici le début de l'année 2016 d'un campement digne de ce nom, pouvant offrir une aide humanitaire à quelques 1500 personnes. La frontière franco-britannique. Manuel Valls plaide pour une Europe solidaire mais ferme. En attendant, chaque pays joue sa partition. La Hongrie a décidé seule de laisser partir lundi quelques 2000 migrants dans des trains à destination de l'Allemagne ou de l'Autriche. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal. Les responsables du Front patriotique et républicain FPR ont animé hier après-midi un point de presse. Ils ont apprécié la décision du ministre de l'Intérieur qui a rejeté le dossier de création du FPR. Le point de presse a été animé par Mme Bayar Gamatié et Maître Souley Oumarou. Bonne réception, bonsoir. Par devoir de responsabilité, par respect pour l'autorité, le président du FPR, Alhaji Maman Ousmane, a écrit une lettre à l'autorité, au ministre de l'Intérieur, le 21 août 2015, pour l'informer de la déclaration du Front patriotique et républicain. C'est une obligation de la loi. Donc pour se conformer à la loi, mais aussi pour faire preuve de responsabilité et de respect de l'autorité. Et je souhaiterais rappeler à ce niveau que le FPR est composé d'organisations politiques, d'organisations de la société civile, d'organisations syndicales qui ont toutes un agrément d'exercer, donc qui ont toutes le droit d'exercer leur activité. Ce sont des organisations qui sont reconnues, qui ont pignon sur eux. Donc, mais voilà que par lettre en date du 28 août 2015, le ministre de l'Intérieur rejette la création de ce front au motif qu'il a un caractère hétéroclite et il le rejette pour vice de forme. Donc nous avons un devoir juste d'informer. Eux, ils pensent qu'ils peuvent nous empêcher d'exercer et de faire des activités.
c'est un acte attentatoire, c'est un acte liberticide, c'est un acte attentatoire à la liberté d'expression, à la liberté de s'associer et à la liberté d'exercer des luttes démocratiques. Parce que nous sommes dans un pays où c'est par les luttes démocratiques que nous sommes arrivés à imposer la démocratie, à faire en sorte qu'elle s'enracine ici au Niger. Donc, et toutes les fois que le pays a été face à des périls graves, comme c'est le cas aujourd'hui, on est menacé dans notre cohésion nationale et sociale, dans notre cohésion politique. Vous avez assisté à tous les actes de division, de concassage des partis politiques, d'embastiment des journalistes, bref, vraiment des actes graves d'atteinte à la liberté, aux libertés publiques. Donc pour nous, cette lettre-là, c'est une tentative vraiment liberticide pour nous empêcher d'exercer cette résistance citoyenne que nous avons le droit de faire. Comme je l'ai dit, toutes les fois que le Niger a été face à des périls graves, des Nigériens dignes de ce nom, des patriotes se sont érigés et ils sont tous mis ensemble. Et je voudrais vous rappeler la petite histoire du CFDR. C'est un rappel historique récent où la CFDR s'est constituée contre la violation de la Constitution. Et la CFDR, c'était des organisations politiques, des organisations de la société civile, des organisations syndicales pour vraiment faire une résistance face vraiment à la violation de la Constitution. C'est juste un rappel que je voudrais faire. Donc aujourd'hui, nous considérons que cette lettre, qui n'a aucun fondement, ni légal, ni juridique, ni même de bon sens, et qui porte atteinte à l'apaisement du climat politique et social, cette lettre, dis-je, c'est pour marquer une limite à partir de laquelle donc, le régime de la 7e République va organiser la répression. Ils veulent réprimer vraiment les manifestations publiques, ils veulent réprimer la manifestation de la volonté citoyenne. Mais à ce niveau, je dis bien que rien, je dis bien rien, ni personne ne peut entamer notre détermination à faire front, à faire face vraiment à ce hold-up qui est en train de se préparer. Je dis bien que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à aller à lutter pour la cohésion de notre pays, pour l'unité du Niger, pour la sauvegarde de notre souveraineté. Donc ce front a été créé pour ça, parce que nous sommes face à un péril majeur. Et je terminerai en lançant un appel à une large mobilisation pour soutenir les organisations membres de ce front, pour faire vraiment halte au hold-up électoral qui est en train de se préparer par le régime de la 7e République. La présidente, Madame Gamaké, vous a dit que le ministre de l'Intérieur nous a écrit pour nous renvoyer notre dossier au motif que nous avons associé partis, syndicats et société civile de notre lutte. Nous tenons à rappeler au ministre de l'Intérieur que même en faisant le singe, c'est eux qui ont commencé à nous donner l'exemple. Parce que, rappelez-vous, ce sont ces mêmes personnes qui avaient créé à l'époque la CFDR, qui regroupait les syndicats, la société civile et les partis politiques. Et je crois savoir qu'à l'occasion même des élections de 2011, le chef de l'État actuel avait appelé les syndicats et la société civile à voter pour lui. Et il était candidat de la CFDR. Tout le monde se rappelle cela. Deuxièmement, rappelez-vous également que M. Sidibé, responsable, n'est-ce pas, de la CDTN, à ma connaissance, au titre de la lutte qu'il a menée dans le cadre de la CFDR, est aujourd'hui un des grands patrons logés à la présidence au nom de cette structure. Rappelez-vous également, des gens comme la justice étaient également responsables de structures. Il y en a d'autres que je n'ai. L'URTN était également accompagné, a été rencontré par le chef de l'État en vue de l'aider, n'est-ce pas, à gagner les élections. Donc c'est dire ce qu'on lui reproche aujourd'hui,
c'est qu'on reproche à la société civile syndicat de mener une lutte politique. Eh bien, les premiers à engager ces associations et ces syndicats de lutte politique, eh bien, c'est bel et bien les jeunes du groupe système. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que toutes ces associations dans lesquelles nous nous trouvons ensemble, ce sont des associations qui ont été reconnues par le ministère de l'Intérieur, qui sont mises ensemble, non pas pour une question de conquête de pouvoir, non. Ça, c'est le travail des partis politiques. Mais c'est comme à leur exemple d'empêcher qu'on vole le résultat, d'empêcher qu'on nous fasse un coup d'état civil, d'empêcher qu'on fasse un hold-up de résultat. Et tous les Nigériens, je pense, que doivent se mobiliser pour cela. Et personne ne saura nous en empêcher. Les gens veulent aller aux élections, mais en réalité, ils ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent faire un coup d'état civil. Et pourquoi je vous le dis cela? Parce que nous avons découvert que le président du CFEB, M. Oumarou Malam, qui est du PNDS Tareya, a créé par un arrêté numéro 50 un comité ad hoc qui définit le mode de fonctionnement et d'organisation d'un producteur dit comité ad hoc chargé du suivi du fichier électoral, du processus de l'avancée du fichier électoral. Or, un tel comité fait doublon avec le comité qui avait été installé par un décret présidentiel, où nous avons 44 membres. Et bien, le travail du fichier n'a pas été fait par cela. On a créé un comité clandestin ad hoc composé de 9 membres et qui sont chargés justement de suivre le processus électoral. Lorsque ce comité a été créé, on a désigné ses membres. Et ces membres, chacun a 200 000 francs par mois. Ils ont du carburant à l'œil. Et on ne sait pas pourquoi, ils ont même une dotation de lait. Alors, ils ont en même temps indiqué, pour vous montrer qu'il y a une fraude, ils ont demandé à tous les coordonnateurs régionaux, communaux, d'envoyer à l'adresse mail suivante, mohamedgao@yahoo.fr, la version électronique de tous les bureaux de vote et tous les inscrits par bureau de vote, et ceux par commune et par région et département, alors que ces résultats étaient déjà disponibles au CFEB national en version papier. Donc c'est pour vous dire, il y a deux CFEB. Il y a le CFEB légal et il y a le CFEB de Mahamadou Issoufou. Et ce CFEB-là, c'est en fait de faire un fichier frauduleux, d'aller directement, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections, pour avoir des résultats frauduleux, pour avoir ce que nous avons dit nous-mêmes, un coup d'état civil dans ce pays. Et bien nous tenons à vous dire, auparavant nous avons dit que nous voulons un audit, mais aujourd'hui à travers ces deux arrêtés, nous avons la preuve que Issoufou Mahamadou, celui de l'Intérieur et sa bande veulent tout simplement faire un coup d'état civil dans ce pays. Ils ne veulent pas d'élection. Et je comprends pourquoi ils s'engénient à répéter que c'est l'opposition qui ne veut pas les élections. En fait, ce n'est pas ça. Ils sont en train de parler d'eux-mêmes. Eh bien, nous tenons à leur dire. Ils ont dit que le président Taïja avait voulu faire un coup d'état civil. Eh bien, nous avons la preuve que les Nigériens l'ont arrêté de faire ce coup d'état civil. De la même façon, je suis convaincu que les Nigériens, les Nigériennes n'accepteront pas que Mahamadou Issoufou nous fasse un coup d'état civil pour gouverner al-Dartalam ce pays. C'est pourquoi nous disons à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, à tous les syndicats maintenant et la société civile qui prétendent qu'ils sont pour la paix sociale, qui prétendent qu'ils sont pour la démocratie, de venir rejoindre le CFEB. Et le nouveau parti de rejoindre le Front pour la patriotique pour la République. Vous avez vu l'affaire de la douane. Dans ce pays, la douane met la main sur 8,5 milliards. Dans un pays qui a 3,5 millions d'affamés, pour lequel la solution n'est pas réglée. Dans un pays qui a un problème d'argent, la douane met la main sur 8,5 milliards.
et on le restitue à des bandits. Nous demandons que cet argent soit restitué. Rappelez-vous les bruits indécents que les gens avaient fait de l'affaire Zénab. C'était 3,5 milliards. Rappelez-vous également des acailleries, comme ils les appellent. Mais en une affaire, ils ont pillé ce pays pour 1,5 milliard. Nous avons un organe qu'on dit qu'il est en train de réguler la mortalité publique, la ARCIA. Nous avons ceux qui ont mis la ligne verte. Et bien aujourd'hui, nous le défions. De nous prouver que c'est des organes indépendants. De nous prouver qu'ils sont l'intérêt de notre pays. À défaut de démissionner. Parce que le président de la RCA est un magistrat et ne s'est pas de la République. Et c'est comment on s'inquiète. On ne peut pas déposer de l'argent dans les mains du trésor public et que ça soit restitué à des bandits. On ne peut pas accepter qu'en 2016, de tels bandits gouvernent le pays. Réveillons-nous, battons-nous, mettons-le hors d'état de nuire définitivement.